Je lance la vidéo et on peut commencer. Donc voilà, ces derniers temps, j'ai pas mal eu à expliquer, même en soutenance de projet 4, comment rédiger un diagramme d'activité correct. Alors, dans le contexte du projet 4, sur les spécifications fonctionnelles d'une application, nous avons à utiliser éventuellement le diagramme d'activité pour, par exemple, modéliser un processus de plus grande envergure que les cas d'utilisation. En effet, ce diagramme d'activité sera rarement utilisé pour décrire un scénario ou en cas d'utilisation, il sera plus souvent utilisé pour représenter des processus plus globaux au sein de l'application, comme par exemple le cycle de vie des commandes dans un site de e-commerce, par exemple, ou le processus de création de compte ou donc des processus qui eux-mêmes pourront faire intervenir éventuellement plusieurs cas d'utilisation. Donc on est à un niveau un petit peu plus global que simplement le scénario de cas d'utilisation. Des scénarios donc qui sont généralement un peu moins ramifiés qu'en scénario de cas d'utilisation qui peut souvent être éventuellement complexe si on y ajoute les différents scénarios d'exception et scénarios alternatifs. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce diagramme d'activité vraiment ponctuellement dans un projet de spécification et en particulier dans le projet 4, on peut s'attendre à trouver un diagramme d'activité pour modéliser notre cycle de vie. Donc, le diagramme d'activité, il est un peu compliqué parce qu'on a tous l'impression de le connaître plus ou moins, mais en même temps, le plus ou moins, c'est pas forcément une bonne chose parce que finalement, UML, c'est quand même un langage graphique et on a tous l'impression que ce diagramme d'activité, c'est plus ou moins en flowchart. Et ce plus ou moins, c'est vraiment ce qu'on retrouve au sein des projets. C'est-à-dire que des gens réalisent plus ou moins un diagramme d'activité avec plus ou moins de précision, avec des symboles qui sont plus ou moins les bons symboles. Mais on retrouve souvent pas un diagramme d'activité, mais plutôt une sorte de flowchart général sans réellement d'appartenance à UML. Et je dirais même au sein du cours UML, les diagrammes d'activité qui sont proposés ne sont pas respectueux de UML2 sur beaucoup de points. Donc, l'idée ici, c'est de montrer en quelques minutes. L'idée, ce serait de rester assez court ici, peut-être une demi-heure, de voir les éléments principaux de ce diagramme d'activité, ce qui me permettra de distribuer la vidéo et comme ça, de factoriser un petit peu la démarche d'enseignement. Donc, les éléments du diagramme d'activité, on va retrouver le point de départ qui sera invariablement ce point, idéalement noir, après on peut toujours discuter sur les couleurs, mais le point de départ, c'est toujours un point plein, toujours. Le point d'arrivée, c'est toujours une cible comme celle-là. Ok, ça, c'est le point d'arrivée. Je peux le mettre de n'importe quel côté de mon diagramme. Ça, c'est pas important. Par contre, c'est important d'utiliser ce symbole-là. Je ne vais pas utiliser le même symbole pour le point de départ et le point d'arrivée. Donc ça, c'est déjà une des erreurs qu'on rencontre souvent. Une autre erreur qu'on rencontre souvent, c'est finalement de retrouver comme point d'arrivée simplement une action. Alors, dans mon logiciel, il appelle état des actions. Alors, on va ici tout de suite mettre l'église au milieu du village, comme on dit chez nous. Ici, nous avons donc des actions. Ces actions sont généralement des rectangles au coin arrondi. C'est ce qui va constituer le déroulement de notre diagramme d'activité. Donc, notre diagramme d'activité va être un enchaînement d'actions. Depuis le démarrage de notre activité jusqu'à la fin de notre activité. Donc, nous allons retrouver, par exemple, sur le processus de création d'un compte, au niveau d'un blog, par exemple, on va, bonjour, on va
avoir des actions qui vont décrire les différentes étapes de création de compte, de validation de compte, etc., etc. Ça, ce sera les actions. Alors, je vais simplement. Voilà. Au niveau des prises de décision, nous aurons ce petit symbole-là qu'on retrouve sur beaucoup de flowcharts. Donc, effectivement, ce diagramme d'activité ressemble à un flowchart. Et ici, par exemple, je pourrais avoir un processus de création de blog où ici, donc, on entre, donc, entrer les détails du compte utilisateur, valider les détails du compte utilisateur, et puis finalement, à un moment donné, donc, on va avoir un enchaînement d'actions. Cet enchaînement se fera via des flèches comme celle-là. Donc, sur tous mes webinaires UML, j'insiste beaucoup sur les flèches. C'est un des points où on retrouve le plus de fantaisie chez les personnes. Alors, la fantaisie, il y a du bon et il y a du moins bon. Donc, dans la fantaisie, on voit que les possibilités de flèches sur un logiciel de dessin de diagramme on a vraiment pas mal de choix à ce niveau-là. Donc, il est vraiment important de se calquer sur ce que vous voyez dans les tutos. Malheureusement, beaucoup de tutos apportent également beaucoup de fantaisie sur ce point-là. Donc, je recommande des sources fiables. Et les sources fiables, c'est comme toujours, des livres sont toujours plus fiables qu'en tuto. Si vous utilisez un tuto, regardez la provenance du tuto et la date. Donc, en livre que moi, personnellement, je recommande, c'est UML2, enfin Learning UML2 de chez Aurélie, qui est très précis, tout en restant relativement didactique. Malheureusement, il est en anglais. Il y a également quelques livres en français. Alors, sur UML, il y a plus de bonnes ressources en français que sur Python, heureusement. Donc, chez Errol, on a quelques bonnes références, mais parfois très complètes, très ciblées sur la modélisation dans le logiciel complet, souvent un gros logiciel, et finalement assez peu ciblé diagramme par diagramme. Donc, ce que j'aime bien dans Learning UML2, c'est que vous êtes ciblé diagramme par diagramme. Et donc, ici, les bonnes flèches seront celles-là. Et on va enchaîner nos différentes actions jusqu'au moment où on va arriver vers un nœud décisionnel, donc une décision. Une décision, ça s'exprime comme ça. Une décision ne s'exprime pas avec un texte à l'intérieur de la décision. Je vois beaucoup de gens qui veulent absolument mettre à chaque fois à l'intérieur de leur losange du texte. Ça dépasse de tous les côtés. Donc ici, ce ne sera pas la manière habituelle de faire. Donc par exemple, on peut imaginer là que là, on a deux situations possibles. On aura la création, donc créer le nouveau compte ici, et puis de l'autre côté, on aura rejeter la demande de création. Voilà. Nous avons ici en nœud de décision. Alors, hop, je vais juste sélectionner ce qu'il faut. Donc voilà. Alors, dans mon logiciel, par défaut, il dit oui ou non. On va éliminer ça pour l'instant. Hop. Et puis, c'est à ce niveau-là que vous allez indiquer la condition. Alors, la condition est toujours entre crochets. Et la condition, par exemple, ici, autorisé, non autorisé, par exemple. Donc, dans la condition, vous allez vraiment spécifier en texte qui va clarifier vraiment qu'est-ce qui est pris comme décision. Donc, ici, non autorisé.
non autorisé. Voilà. Donc clairement, de ces deux conditions et du texte qu'on retrouve sur chacune des branches, on doit voir très clairement quel est le chemin qui est pris par les deux branches. Il est également très important ici que c'est une condition. Donc en Python, il s'agit d'un if. Okay, c'est if ce chemin, else ce chemin. Ou éventuellement if ce chemin, elif ce chemin, else ce chemin. Donc c'est vraiment, on peut avoir de multiples chemins, donc on n'est pas limité à deux, mais il est vraiment important que comme dans une condition Python, on ait des conditions qui soient mutuellement exclusives. Ça veut dire que si on est autorisé, on n'est pas non autorisé. Donc clairement, on a deux conditions qui sont mutuellement exclusives. Si je prends ce chemin-là, je ne prends pas ce chemin-là. Je ne peux pas prendre les deux chemins. Ce n'est pas une exécution ici en parallèle, mais c'est effectivement une condition. Autre chose qu'on retrouve relativement souvent, c'est au niveau ensuite du regroupement de tout ça. On peut imaginer ici que j'ai cette création de nouveaux comptes. Ensuite, j'ai envoi dans l'email, envoyer plutôt, j'aime mieux les verbes, mais envoyer en email, à l'utilisateur. Et puis après, alors on va effectivement continuer, mais à un certain moment, peut-être les deux conditions vont se rejoindre. Alors ici, parfois, quand je ne suis pas inspiré, je vous mettrai simplement une action à vous de voir qu'est-ce qui est fait. Et ce qu'on retrouve souvent, c'est ce genre de choses ici. Et ça, du point de vue de UML 2, c'est pas possible. Donc, première chose, donc, au niveau des décisions et des regroupements, lorsqu'on a un nœud conditionnel ici, les deux voies ne peuvent pas se retrouver au niveau d'une action parce que ce formalisme-là implique qu'on attende ici que les deux voies soient terminées ou que les deux actions qui correspondent aux deux chemins soient terminées. Or, on emprunte un chemin, mais pas l'autre, vu qu'on est dans une condition. Donc, si celui-là est terminé, celui-là n'a jamais commencé. Et vice-versa. Donc, cette situation est totalement bloquante, techniquement, et impossible. Donc, comment fait-on ? Le symbole qu'on a ici, c'est à la fois une décision, mais c'est également une fusion, ce qu'on appelle en anglais le merge. Donc, il est important, dans cette situation, si on veut revenir sur une action unique et sur un flow unique, alors je vais descendre ici, de réunir les flows à l'aide d'un merge, comme ceci, et ensuite seulement, je pourrais aller dans une action. Donc, une action, c'est toujours une entrée, une sortie, une entrée, une sortie, une entrée, une sortie. Techniquement, c'est incorrect d'avoir deux entrées et une sortie sur une action. En UML2 en tout cas, en UML1, c'était plus permissif, mais UML1 date du siècle dernier, là où ne vivaient que des gens comme moi. Et donc à cette époque-là, on autorisait ce genre de choses. Malheureusement, on trouve encore énormément de ressources, y compris dans le cours OC, où ce genre de choses est fait. Alors, sans être trop dogmatique, c'est pas, je dirais, super grave au niveau dans le diagramme UML qu'on pourrait dessiner sur le coin d'un tableau blanc dans un contexte agile où notre
diagramme aura pour but de clarifier le flux d'action au sein des membres de l'équipe qui est en train de discuter, mais dans une optique documentaire, de documentation, je dirais que quitte à apprendre UML, autant apprendre à faire les choses correctement, et dans ce sens-là, utiliser des décisions et des merges. Donc, ceci ne désigne non plus pas une exécution en parallèle. Donc, si je voulais avoir deux branches comme celle-là, qui à un moment donné peuvent s'exécuter en parallèle, je vais utiliser ce symbole-ci. Donc, ce symbole-ci, c'est ce qu'on appelle en fork. Vous avez l'habitude en GitHub, sur GitHub d'utiliser en fork. Donc, l'idée, c'est de dupliquer une action ou en repo dans le contexte de GitHub. Donc, ici, excusez-moi, voilà. Trackpad un petit peu sensible. Donc, si je prends la flèche qui me permet de rentrer ici, voilà. Donc, imaginons qu'on a effectivement une action qui peut venir ici. Je vais pouvoir avoir éventuellement deux actions qui sont réalisées en parallèle. Et dans ce contexte de parallélisme, on aura vraiment des choses comme celle-là, avec donc, quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. Donc ici, donc téléphoner à maman, et en même temps faire la cuisine, et en parallèle de ça, répondre à des questions sur le Discord. Donc, c'est des actions qui auront lieu éventuellement en même temps pour les plus multitâches d'entre vous. Et si j'ai en fork, donc une duplication des flux d'exécution, ou une multiplication, parce qu'on ne se limite pas à deux, mais on peut vraiment faire plusieurs tâches en parallèle. À ce moment-là, à un certain moment, on a peut-être besoin d'attendre et de synchroniser toutes ces tâches. Donc ici, si on a en fork, on a généralement ce qu'on appelle un join. Donc le join, ça signifie une attente. On va attendre que les deux flux d'exécution se terminent ici. Alors faire la cuisine, préparer le dessert ou autre, ici téléphoner à maman, ensuite éventuellement un petit œil sur le Discord, et ensuite on attend tout ça avant de continuer à faire des actions synchrones. Donc ici, nous avons deux cas de figure qui sont différents. Pour bien faire, j'aurais pu reprendre également deux actions de ce côté-là. Donc ici, nous avons une décision, deux conditions mutuellement exclusives. C'est soit l'une, soit l'autre qui est exécutée. Ici, nous avons un flux d'action. Nous arrivons ici au fork. À ce moment-là, on commence, on a deux bras. Et un bras va tenir le téléphone pour téléphoner à maman, pendant que le deuxième bras va brasser les spaghettis. Et on va ensuite, avant de passer à table, par politesse, on aura fini la cuisine, mais on va également attendre qu'on ait terminé le téléphone. Et à partir de là, hop, on passe à table. Donc ici, les deux situations se modélisent de manière très différente. Et ici, vous avez donc le détail. Donc voilà pour les actions. Nous avons vu pas mal d'actions. Nous avons vu qu'une action, c'est l'acte de faire quelque chose qui va servir à notre activité d'un point de vue global. Je pourrais éventuellement regrouper plusieurs actions ici. Mettons ces deux actions ou trois actions ou cinq actions. Je pourrais les regrouper dans un diagramme séparé si je désire simplifier mon diagramme. Alors, mettons que ces deux-là, alors on va faire hop, hop.
ça, et puis hop, hop, juste pour l'exemple. Ceux-là, je vais les mettre éventuellement dans un autre diagramme et j'ai la possibilité d'utiliser ceci, donc pour une activité, du coup, ça devient une sorte de sous-activité, si on veut. Alors, bien sûr, il faudra que je lui donne un nom en tant que tel, et puis il va y avoir des flèches, il va y avoir un début, une fin, et cette flèche, alors là, ici, créer le nouveau compte et envoyer le mail à l'utilisateur, je ne sais pas comment ce que je pourrais l'appeler. On va le laisser à activité, alors je vous laisse, vous, avoir la bonne inspiration à ce niveau-là. Et vous voyez que le symbole est légèrement différent. Ce serait l'équivalent d'un include sur un diagramme de cas d'utilisation. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu un webinaire hier sur les diagrammes de cas d'utilisation. Donc ici, j'ai éventuellement une activité. Si j'ai un système plutôt à base d'hyperliens, je pourrais éventuellement cliquer là et puis avoir un deuxième diagramme qui s'ouvre. Mais donc c'est pas le cas. Et vous voyez que le symbole ici pour un autre diagramme d'activité connexe, c'est une sorte d'action, mais là avec une sorte de fourche ici qui m'indique que cette action-là ou cette activité-là est détaillée dans un autre diagramme. Donc voilà pour ça, je vais remettre mon diagramme en état. Donc, je dirais que dans le contexte du projet 4, votre diagramme d'activité n'est pas suffisamment complexe pour nécessiter plusieurs diagrammes d'activité, mais si on avait quelque chose de complexe et qu'on veut le simplifier ou le splitter en plusieurs parties, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Un détail important maintenant pour notre diagramme de cycle de vie d'un objet. Ici, il s'agit de commandes. Alors, je vais remplacer pour l'instant tout ça par des actions génériques. Ici, simplement pour montrer en principe. Donc, tout ça, c'est des actions. C'est l'acte de faire quelque chose. OK. Et puis là, c'est une condition. Donc, il est important que ces conditions, on l'a vu, soient mutuellement exclusives. Donc, condition. Hop. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du texte encore en dessous? Voilà. Condition 1 et condition. Condition 2. Voilà. Donc, on a quelque chose de relativement générique maintenant. Et sur le diagramme, vous n'allez pas avoir que des actions. Donc, bien sûr, on va faire des choses. Dans le contexte d'un site de e-commerce, par exemple, nous aurons le client qui sélectionne un article. On aura le client qui valide son panier, donc valider le panier, s'authentifier sur la plateforme, etc., etc. Donc ça, ce sera les actions. Mais en parallèle de ça, nous aurons un objet qui, lui, va évoluer de statut en statut. Cet objet, par exemple, c'est l'objet commande. Si je prends dans un site de e-commerce classique, je suis en train de me préparer un panier en vue de passer une commande. Cette commande, elle va d'abord être à l'état de panier, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore passée. Une fois qu'elle sera passée, elle va être validée ou en cours de validation, puis validée. Et puis ensuite, elle va être en préparation. Elle va éventuellement passer à l'étape prête, puis en livraison. Et puis, à un moment donné, elle sera terminée, fermée ou livrée. C'est vous qui choisissez les différents statuts. Et donc là, nous avons un autre symbole qui est le symbole de l'objet, ici. Le symbole de l'objet, je le mets à côté d'une action. Le symbole de l'objet, c'est en rectangle. En rectangle, ici, à angle droit, tandis que l'action, c'est en rectangle à coin arrondi. Donc ici, vraiment, on a une distinction. Mon objet, par exemple, je vais l'appeler commande. Donc du coup, si l'action, je vais lui donner en verbe, ajouter un article au panier, un article au panier. La commande, ça va vraiment être le nom d'une chose.
c'est ce que vous pourriez avoir comme instance d'une classe, par exemple. Alors ici, on a l'habitude sur un diagramme UML de la nommer avec une majuscule, mais il ne s'agit pas d'une classe. Il s'agit vraiment d'un objet, d'une chose, d'une commande. Et une commande, c'est une commande particulière, donc une instance de la classe commande. Et cette commande, elle a différents statuts. Et le statut, vous pouvez le mettre entre crochets, dessous, par exemple ici, une commande en attente. Ou alors, une commande en préparation. Ou alors encore, une commande qui est annulée. Si vous avez besoin d'avoir, par exemple, une commande en livraison, et puis d'avoir un deuxième statut pour le statut de paiement, on peut imaginer d'avoir une commande en livraison et payée, comme ceci. Okay, donc, elle est en livraison, et en même temps, elle a été payée en ligne lors du passage de commande. Ou alors, elle peut être non payée ou impayée, je sais pas comment. Et dans ce cas-là, c'est paiement à la livraison. Donc, on a ces statuts. Donc, en fonction du nombre de statuts, vous pouvez les multiplier. Ces commandes ou ces objets qui ont un statut, donc je vais le nommer comme ça, objet, avec un statut en particulier, on peut donc les multiplier et puis aller les intercaler avec nos actions. Excusez-moi. Donc ici, par exemple, ici, hop. Donc on peut, à différents endroits, voir clairement notre objet avec un certain statut, et puis notre objet ici qui passe à un statut différent. Hop. Donc on intègre vraiment ces objets à l'intérieur de notre diagramme. Cet objet qui passe d'un statut à l'autre et qui va finir quelque part à la fin avec le statut terminé, par exemple, si on part du contexte d'une commande, par exemple ici, hop, terminé, hop, comme ça. Donc, lors de notre cycle de vie, nous pourrons suivre le statut de nos différents objets. Donc ici, on peut même, alors UML ne précise aucune couleur. Donc les couleurs, vous pouvez vous en servir à bon escient pour faire ressortir les choses. Donc si vous voulez dédier une couleur particulière aux objets et une autre couleur aux actions, de telle manière à faire ressortir les choses, ça nous permet, sur un diagramme d'activité comme celui-là, de faire ressortir clairement l'objet dans le flux qui passe d'un statut à l'autre. Et dans le contexte d'un cycle de vie des commandes, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on veut voir. On veut voir que votre commande, elle commence, à un moment, elle est passée, elle est en attente parce qu'elle vient d'être passée par votre utilisateur, et puis par votre client, donc, typiquement. Et puis, à un moment donné, on veut voir qu'elle passe en préparation, et ça, c'est important dans le contexte du P4, puisque le en préparation définit le moment à partir duquel votre commande ne peut plus être annulée. Et puis à un moment donné, elle passe en livraison, et puis elle va être livrée. Lors de la livraison, si elle n'est pas payée, le livreur va encaisser le montant de la commande, et puis ensuite valider la commande qui passera à l'état terminé, et puis à l'état payé seulement à la fin, si nécessaire. Donc c'est vraiment important d'intercaler action et objet. Action, 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 objet. Vous allez simplement ajouter les objets aux endroits où le statut change. Donc, pas besoin de, entre chaque action, ajouter un objet. Ici, si le statut ne change pas, il n'y a pas besoin d'ajouter, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'objet. Donc, ça, c'est pour les points principaux. Une des choses qu'il est important d'insister, c'est également sur les conditions. Par exemple, on peut imaginer que ici, nous ayons une condition comme par exemple produit en stock. En stock. Ici, nous avons une condition
le produit n'est pas en stock. Produit pas en stock. Et puis, on a une troisième condition qui nous dit commande urgente, par exemple. Ici, hop. Urgente. On voit clairement dans ce genre de situation qu'on n'a vraiment pas une situation qui est correcte. En effet, ici, on pourrait très bien avoir un produit qui est en stock et la commande est urgente, ou on pourrait avoir un produit qui n'est pas en stock et la commande est urgente, ou on pourrait avoir simplement le produit en stock et une commande normale, en fait, qui n'est pas urgente, etc. Donc ici, nous avons trois conditions sur cette condition, et clairement, nous avons une situation qui est où les choses ne sont pas mutuellement exclusives. Donc éventuellement, ici, je devrais avoir produit en stock, produit pas en stock, et ensuite je devrais de nouveau avoir une condition, commande urgente, commande normale, etc. Donc toujours être sûr que au sortir d'un nœud décisionnel, vous avez des conditions qui soient mutuellement exclusives. Également, ici, si vous voulez être plus explicite, par exemple, si, alors qu'est-ce que je pourrais mettre comme condition, par exemple, nombre, voilà, de mots égale 0. Donc, et puis ici, nombre de mots, par exemple, plus grand que 0. Nombre. Vous pouvez, c'est clair, ici, avoir des conditions qui sont explicites. Alors ici, important, donc toujours on met le crochet. Voilà, donc vous pouvez avoir des expressions de cet acabit-là. De nouveau, il est important ici que ce soit mutuellement exclusif. Je ne pourrais pas avoir ici une condition qui se chevauche avec la première. Si le nombre de mots est de 0, je ne sais pas quel chemin ici prendre, parce que ici, quand on est égal à 0, on satisfait cette condition et on satisfait cette condition. C'est vraiment important d'avoir des conditions qui soient clairement spécifiées. Si vous avez des détails supplémentaires à apporter, n'inventez pas des symboles, utilisez le symbole commentaire. Le symbole commentaire, comme celui-là, vous permet ensuite de... Alors là, il n'y aura pas de flèche, donc j'enlève ma flèche et je mets des traitillés. Hop, et là, je peux écrire... donc je peux écrire absolument ce que je veux. Je veux pour clarifier la situation. OK? Donc, si vous sentez que vous avez besoin de donner des informations supplémentaires, n'essayez pas d'inventer un symbole et de trouver quelque chose sur votre logiciel de diagramme. Alors ici, j'ai limité, mais on voit qu'il y a des choses ici qui n'ont absolument rien à voir avec mon diagramme UML d'activité. Donc, n'essayez pas de récupérer un symbole qui vous parle. Mettez en commentaire quelque part, vous pouvez en mettre où vous voulez. Donc ça, c'est vraiment la démarche qui peut vous aider. Ensuite, certaines personnes aiment bien ajouter ce qu'on appelle des couloirs. Par exemple, on pourrait dire qu'on a le couloir du client, ici, le client. Et toutes les actions effectuées par le client, je vais les ajouter dans le couloir du client. Et puis à côté du couloir du client, je pourrais éventuellement avoir un deuxième couloir qui est le couloir du pizzaiolo, par exemple. Et puis je pourrais avoir le couloir de l'administrateur. Et puis notre diagramme va passer d'un couloir à l'autre. Je sais que certains mentors aiment bien le demander à leurs étudiants. Personnellement, je trouve souvent que ça nuit à la lisibilité du diagramme d'activité. Toutefois, je vous laisse expérimenter avec l'ajout de couloirs. Donc, vous pouvez ajouter autant de couloirs que nécessaire pour les différents acteurs que vous aurez, les uns à côté des autres. Vous pouvez les ajouter les uns à côté des autres ou vous pouvez les ajouter sous cette forme-là également en horizontal et puis vous vous arrangez pour faire rentrer votre diagramme à l'intérieur.
Ce qu'on peut faire également, et ce qui est conforme à UML, c'est qu'on peut préciser ici, entre parenthèses, le client. On peut préciser si c'est le client, le pizzaiolo, le pizzaiolo, pizzaiolo, ou si c'est le livreur qui va faire une action. Donc, on peut très bien agir action par action ou alors décider qu'on a toute une swim lane, tout en couloir dédié au livreur, tout en couloir dédié au client. Vous verrez que l'usage de couloirs complexifie pas mal la situation et dans notre cas, en fait, on n'a pas nécessairement besoin parce que on aura essentiellement le client qui va commencer. Ensuite, la commande va arriver dans les mains de notre pizzaiolo. Et puis finalement, elle va terminer dans les mains du livreur. Et puis finalement, le livreur va remettre sa commande au client, etc. Donc, on a quelque chose de très séquentiel. Alors, on pourrait se dire, OK, ben, on a le couloir du client. Alors, on a essentiellement le début du diagramme, puis le couloir du pizzaiolo où on a le milieu du diagramme, et puis le couloir du livreur où on a la fin du diagramme. Ou alors, on ne peut pas utiliser de couloir. Ça, c'est vraiment à votre c'est vraiment une question de bon sens. Il n'y a aucune obligation formelle d'utiliser ces couloirs. Dans certains cas, ça va rendre les choses plus claires. Dans d'autres cas, ça va juste complexifier la construction du diagramme. Donc, je vous laisse la liberté de juger si vous voulez utiliser des couloirs. Ensuite, il existe d'autres termes que je ne vais pas discuter ici. Par exemple, ici, la fréquence ou l'attente, une sorte de sablier. Si je dois attendre à une certaine étape 3 jours, par exemple, ou si je vais réaliser une certaine action à une certaine fréquence, je vais utiliser un symbole comme celui-là. Si ensuite j'ai des envois de signaux et des réceptions de signaux, je vais utiliser d'autres types de symboles. Mais de nouveau, là, on est sur des utilisations beaucoup plus spécialisées du diagramme d'activité. Donc ici, on a déjà une vidéo qui nous montre pas mal de possibilités avec le diagramme d'activité. J'espère avoir ici clarifié pas mal de choses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est on a un départ, on a une arrivée, on a des actions et des objets. Les actions vont se nommer avec un verbe et puis ensuite on décrit l'action pour que ce soit clair. Un objet se nommera avec le nom de la chose qu'on désire modéliser. Sur le cycle de vie des commandes, notre objet ou l'objet qui fera le plus de sens sera une commande. Cette commande va passer à travers différents statuts. À certains moments, nous aurons besoin de prendre des décisions. Donc, nous aurons des nœuds décisionnels et des conditions mutuellement exclusives. Une fois qu'on a fini les branches conditionnelles, qu'on veut tout réunir, on utilise un symbole de fusion ou en merge. Et ensuite, on arrive dans une autre action, dans un autre objet, et finalement à la fin du diagramme d'activité. Si on veut des actions qui ont lieu en parallèle, par exemple, on peut imaginer qu'en parallèle de la préparation de la pizza par le pizzaiolo, nous aurions éventuellement une préparation du reste de la commande par un autre rôle, par un autre acteur. Alors, on pourrait imaginer des choses qui auraient lieu effectivement en parallèle. Dans ce cas-là, c'est ce symbole qui va désigner un fork, donc une action, et ensuite plusieurs actions ont lieu en parallèle. À un certain moment, on est obligé d'attendre, c'est-à-dire que le livreur ne peut pas partir avec sa mobilette tant qu'on n'a pas et la pizza et la canette de coca. Et ensuite, on attend. Donc, une fois qu'on a toutes les actions qui sont terminées, on peut continuer dans notre diagramme d'activité. Donc voilà un peu les éléments principaux du diagramme d'activité. J'espère que ce webinaire et son enregistrement seront profitables et utiles aux personnes sur le P4 qui auront alors un meilleur temps pour faire le cycle de vie des commandes, pour le modéliser, mais également, j'espère pouvoir voir avec ça des diagrammes d'activité qui sont corrects, moins fantaisistes et qui véhiculent une information conforme à celle attendue dans le diagramme UML d'activité.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'espère vous revoir bientôt sur un autre webinaire ou au plaisir d'échanger avec vous sur un salon du Discord DA Python. Thierry? Oui. Ouais, j'avais une question pour toi. Quand tu dis qu'il n'y a un seul point de départ et un seul point d'arrivée dans un diagramme d'activité, si tu prends le, cycle de vie des commandes, dans notre cas, il y a le fait que ça peut être livré et le fait que ça peut être retiré directement à la pizzeria. Est-ce qu'il peut y Alors, avoir deux points d'arrivée? il peut y avoir deux points d'arrivée. En fait, il y a un point d'arrivée. Donc, idéalement, je pourrais avoir ici la commande qui est terminée ou Ouais, un autre arrivé dans le même point final où la d'accord. commande est annulée, par exemple. OK? Donc, techniquement, tu peux avoir plusieurs points d'arrivée là. Ok, Si c'est pas possible d'avoir, ou pour des raisons graphiques, d'agencement graphique, d'avoir un point d'arrivée, on peut multiplier le point d'arrivée éventuellement. d'accord. Le risque d'avoir plusieurs points d'arrivée, c'est que du coup, on perd en lisibilité parce qu'on a plusieurs endroits où on peut finir notre graphique. Donc, la première chose qu'on va essayer, c'est de terminer nos graphiques au même point. Mais toutefois, il peut y avoir des points, et c'est finalement l'objet ici terminé qui va clarifier un peu les choses. Par exemple, ici, si je copie, je duplique, je pourrais avoir une commande annulée, par exemple, ici, annulée, et on termine. Okay. Ça, c'est quelque chose. Donc, ce symbole-là, il termine l'activité. Quand on arrive là, l'activité est terminée, donc il n'y a pas la possibilité encore d'avoir une action derrière. Nous avons un autre symbole également, qui est ce symbole-là, qu'on pourra retrouver éventuellement quelque part, par exemple là. On pourrait imaginer que quand on suit cette condition-là, les choses sont réalisées. Par exemple, on pourrait imaginer que, alors, ça ne ferait pas de sens sur une condition, mais mettons là, par exemple. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui se fait en parallèle, on va dire une action, et qu'à un moment donné, cette action, hop, elle a été faite. Par exemple, j'ai envoi d'une notification, mais après, j'ai plus rien. Par contre, ici, ça continue. Donc ici, et du coup, j'aurais plus besoin d'attendre. Et puis, je partirai comme ça. Donc ici, j'ai duplication de tâches. Ici, c'est ce qu'on appelle une fin de flow, mais l'activité ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand je suis là, le reste de l'activité va continuer. Donc ça, c'est une possibilité de fin également. Okay, j'ai une action qui est réalisée et puis après, on arrête. Mais c'est quelque chose qui va venir essentiellement après en fork. Donc après qu'on ait dupliqué les choses. Parce que ici, si j'ai deux possibilités, je prends ce chemin ou ce chemin, puis ce chemin, j'arrive dans rien, ben finalement, l'activité va s'arrêter. Donc, voilà, quand c'est possible, essayez de converger vers une même fin. Si maintenant, ça rend le diagramme illisible, il est certainement mieux d'avoir plusieurs fins et un diagramme lisible que le contraire. Ok, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une dernière, Oui, moi, pour le fork. Donc, en gros, c'est quand une action est faite en parallèle et qu'on est obligé de l'attendre, c'est ça? oui. Alors le fork, c'est la parallélisation. Donc à partir Ouais. de ce moment, je vais faire plein de choses en parallèle. Je vais prendre mon téléphone, je vais cuisiner et je vais en même temps essayer de répondre avec mon pied à un message du Discord. Mhm. Ok, je fais trois choses en même temps, en parallèle. On sait qu'avec les ordinateurs, maintenant qu'on a plusieurs cœurs, effectivement, il y a des choses qui se font en parallèle. Mais, donc, ici, je fais des choses en parallèle. À un moment donné, j'ai pris l'exemple avant du pizzaiolo qui prépare sa pizza. On peut imaginer un vendeur ou quelqu'un qui prépare les choses qu'il va attraper en dessert et puis qui va prendre une canette de coca puis tout mettre dans un emballage ou avant livraison. Mais du coup, le livreur, il ne peut pas partir dès que la canette de coca et le dessert sont prêts et sans attendre la pizza. Donc, à un moment donné, je dois avoir l'alter ego de ça, qui est le join, donc, qui va attendre que toutes les actions soient terminées
avant de continuer, c'est-à-dire avant que mon livreur enjambe sa mobilette et parte avec toute la livraison pour notre personne. Éventuellement, un livreur ne va pas livrer qu'une personne, mais il va livrer plusieurs personnes. Donc, on peut imaginer que j'ai plusieurs commandes qui se préparent en parallèle et je devrais toutes les attendre avant de partir. Donc, voilà, ça c'est l'idée derrière le fork. Mais tu ne À ce rejoins niveau. pas le diagramme principal. T'as pas une, Alors là, c'était pour montrer la, la nuance entre les deux. D'accord. Là, j'ai pas un diagramme principal, un diagramme qui n'est pas principal. J'aurais dû clarifier les choses dès le début en ayant ici, hop, là j'ai un tout autre diagramme qui fait quelques actions ici, qui fait en fork, mais je pourrais avoir ici, par exemple ici en fork et puis deux opérations qui se font Ok. effectivement. Donc on est sur un tout autre diagramme. Ici, D'accord. un diagramme va toujours partir, presque toujours, mais pour l'instant disons toujours, partir de ça Hmm. et terminer ici. Ok, super. Donc si je voulais ici avoir effectivement deux parties dans le même diagramme, je devrais être parti de ça, quelque part avoir une décision qui continue tout droit ou alors qui venait sur cette branche-là, on pourrait l'imaginer. Donc, à un moment donné, je pourrais avoir une condition ici. Hop, puis on va remettre un truc comme ça. Et puis là, alors, bien sûr, si je veux bien faire, je dois noter les conditions ici, mais à ce niveau-là, je peux venir là-dessus, et puis pourquoi pas, à un moment donné, ici, venir comme ça. Donc, effectivement, ici, j'ai une décision qui va être prise sur est-ce que j'emploie cette branche-là du diagramme qui va aboutir à cette fin-là ou cette branche-là du diagramme. Alors ici, hop, de nouveau, une condition et une condition qui va conduire sur une branche ou sur l'autre. Ici, on aura une exécution du type if, elif, else. Ici, on aura une exécution du type fork, c'est-à-dire, on peut imaginer qu'en Python, on aurait des threads, pour ceux qui ont déjà joué un petit peu avec les threads. Ceux qui n'ont pas joué avec les threads, ce qui est normalement le cas de 99% des étudiants au stade du P4. Donc ici, pensez à l'homme d'affaires multitâche, ou généralement c'est plutôt les femmes qui sont multitâches. Donc, plaisanterie mise à part. Donc on a vraiment quelque chose qui est différent ici et ici. Donc j'espère avoir pu clarifier ce point-là. Ouais, c'est nickel, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si ce n'est pas le cas, je vais uploader la vidéo avec les autres vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser directement sur le salon P4 et on pourra clarifier ça ensemble. Mais je pense que vous avez de quoi très rapidement ici essayer d'établir ou de faire en diagramme d'activité qui modélise le cycle de vie tout en étant correct et en peu de temps en plus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez utiliser pour réaliser ce diagramme. Alors, j'ai utilisé ici Lucidchart, mais il a le désavantage, peut-être, il a des avantages d'être payant, mais Draw.io convient parfaitement et possède la plupart des symboles pour faire un bon diagramme d'activité, en tout cas au niveau du P4. Donc, n'hésitez pas à utiliser Draw.io, qui est gratuit et qui permet une personnalisation efficace et qui, par rapport à Star UML ou ce genre de logiciel est un peu plus permissif. Donc, le un peu plus permissif ne doit pas être une motivation à trop de fantaisie, mais un peu de fantaisie, peut-être on arrive à vivre avec. Donc, n'hésitez pas à personnaliser. En tout cas, si vous avez des choses à ajouter comme information, utilisez bien les commentaires. Donc ici, on a l'équivalent du dièse Python qui vous permet de commenter absolument ce que vous voulez. Donc, utilisez des commentaires. Ça, c'est autorisé. Vous pouvez y mettre n'importe quoi. Donc, si vous avez besoin de clarifier quelque chose, faites-en usage. Voilà. Alors, je vous souhaite
une très bonne suite de semaines, une très bonne suite de soirées, puisqu'elle est loin d'être terminée. Et puis à une prochaine sur Discord ou sur un webinaire. Merci beaucoup. Merci Thierry, Bonne bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée. Merci Thierry. Merci beaucoup.